Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radunga. Aujourd'hui on poursuit nos histoires des joueurs du manga. Ça fait longtemps que je vous parlais de Victorino. Et enfin on y est aujourd'hui et maintenant on va enchaîner les vidéos sur les joueurs du manga. Là, l'image que vous pouvez voir à l'écran, c'est tiré du databook de 2003. C'est un ouvrage qui en 2003 a résumé à peu près tout ce qui était sorti sur le manga, les différents arcs, avec des fiches des principaux joueurs et les statistiques aussi. Donc vous voyez que là j'ai traduit, normalement c'est en japonais, mais j'ai fait une traduction qui essaie d'être le plus proche possible des termes japonais. Et d'ailleurs je vous prépare une vidéo là-dessus où je vais vous faire un petit résumé de ce databook, enfin, notamment les fiches de joueurs, pour voir un petit peu notamment les notes. Voilà. On va faire un petit peu un comparatif de comment l'auteur lui-même, Takahashi, juge les différents joueurs du manga selon les critères que vous pouvez voir, technique, créativité, physique. Voilà, ça sera assez intéressant, mais ça c'est une autre vidéo. J'ai déjà prévu, j'ai déjà commencé à préparer une vidéo sur un autre joueur, ça c'est une surprise. Mais pour la suivante, voilà, je vous laisse choisir. Donc dans les commentaires, dites-moi quel joueur vous voulez que je fasse. Il y a une seule condition, il faut que ça soit un joueur non japonais. Donc aujourd'hui on va parler de Ramon Victorino. Je vais vous mettre comme d'habitude les scans du manga. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas habitués que les scans ça se lit de droite à gauche, hein, dans le sens inverse de ce qu'on fait en Europe. Donc quand vous regardez les scans, pensez toujours pour comprendre l'action à regarder d'abord les images de droite puis celles de gauche. Donc Ramon Victorino, c'est un joueur uruguayen qui apparaît relativement tôt dans le manga. Il apparaît dans l'arc Juniorius, c'est-à-dire le tournoi junior qui est organisé à Paris. Hein, concrètement, junior, c'est les moins de 15 ans. Il est, on va le voir, le meneur de l'équipe d'Uruguay. Et je rappelle que cet arc, il fait partie de la série principale du manga, qui commence avec le primaire, puis le collège, et qui termine avec l'époque junior. Donc ça va des tomes 25 au tome 37. Ensuite, on change de série pour passer à l'époque espoir. Ramon Victorino, c'est un attaquant connu surtout pour sa rapidité. C'est une véritable fusée, un des plus rapides du manga, peut-être même le plus rapide du manga. Voilà, la question se pose. D'après ce qu'on voit dans le manga, c'est potentiellement le plus rapide. Il mesure 1m67 à l'époque junior et 1m69 à l'époque espoir. C'est dans la moyenne des joueurs. Voilà, les joueurs ne sont pas très très grands. Dans Captain Tsubasa, quand vous faites 1m80 dans Captain Tsubasa, vous êtes déjà un géant. Donc le tournoi de Paris, petit résumé de ce tournoi, qui s'organise dans la capitale française. Il y a 4 groupes de 3. Les premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales en un seul match, puis finale. Donc là, vous voyez les groupes. Donc on va se concentrer sur l'Uruguay. L'Uruguay est dans un groupe, alors Espagne, Belgique, qui aujourd'hui serait très difficile, mais il faut se remettre dans le contexte des années 90, à l'époque où écrit le manga. Donc années 90, il faut voir que l'Espagne, c'est une équipe moyenne, et la Belgique, c'est une petite équipe. Et d'ailleurs, à cette époque-là, le mangaka ne crée aucune star. Hein. L'Espagne et la Belgique, c'est une équipe de random. Donc la seule star dans ce groupe, c'est Victorino. Et on peut remarquer que les vraies stars du manga sont réparties dans les autres groupes, hein, notamment le premier groupe avec l'Argentine, enfin le groupe D avec l'Argentine, l'Italie, le Japon. Le groupe C, vous avez la France, et en Angleterre, vous avez que Robson, mais qu'on voit un tout petit peu dans le manga, qui fait une petite apparition. Et dans le groupe A, vous avez donc l'Allemagne, qui est encore l'Allemagne de l'Ouest. Donc je dis les années 90, mais c'est en fait les années 80, puisque c'est l'Allemagne de l'Ouest. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu encore la réunification. Et le Portugal et le Canada. Donc nous, on va se concentrer sur ce groupe B. Alors, le groupe B, on découvre Victorino au moment du premier match du groupe B, où il réalise, dès le premier match, un triplé. Et là, on va avoir son premier surnom, la comète d'Uruguay. Voilà, il va avoir 2 surnoms, Victorino, la comète et la panthère noire, Black Panther. C'est celui qui va rester. Voilà, la comète, c'est au tout début seulement. Et donc, il gagne 3-1 contre la Belgique avec un triplé de Victorino. Donc là, on voit les réactions. Alors, vous avez le haut de la page, ça correspond au match de l'Allemagne. Ça n'a rien à voir. Ce qui va nous intéresser, c'est le bas.
le bas de cette planche, en fait. Hein, vous voyez qui est ce gars. Voilà, il a une grande vitesse, etc. Voilà, là, c'est les joueurs qui réagissent au match de Victorino, qui sont très impressionnés. Diaz, Pascual, donc ils ne le connaissaient pas, alors que pourtant ce sont des Sud-Américains, donc c'est un peu étrange. Ensuite, bon après c'est des U15, hein, donc c'est peut-être le premier grand tournoi qu'ils font aussi. Ensuite, vous avez Pierre, bien sûr, et les Japonais, Tsubasa, Yuga, qui sont très impressionnés, et de suite, on met en avant sa vitesse. Là, on passe au deuxième match du groupe. Donc après une victoire facile contre la Belgique, il joue contre l'Espagne. Et vous voyez que Victorino, qui est, je ne l'ai pas précisé, mais qui est le capitaine de cette équipe, voilà, est très motivé et a prévu de faire déjà un deuxième triplé dans ce match parce que voilà, il y a aussi la concurrence avec Schneider qui lui aussi multiplie les buts et tous ces grands joueurs veulent être le meilleur buteur du tournoi. Et finalement, on va être assez surpris parce que l'Uruguay ne va gagner qu'1-0 et Victorino va marquer qu'un seul but. Donc en fait on apprend tout simplement que, alors que Schneider continue à faire des triplés, que Victorino en fait a été vraiment marqué. L'Espagne savait que c'était le danger numéro 1, il a été marqué, c'est ça qu'il est mécontent parce qu'il prend du retard sur Schneider dans ce tournoi. On fait un petit point, donc on arrive, voilà, donc 2 matchs, 2 victoires pour l'Uruguay, on fait un point sur les groupes. Donc vous voyez que dans le groupe A, la France a gagné, a joué 2 matchs, a gagné. Ensuite, alors la France a gagné 2 matchs et l'Angleterre donc est éliminée, c'est la France. En vert, vous avez les qualifiés, qu'un seul qualifié. Le Japon s'est qualifié avec 2 victoires, donc vous voyez quand même que donc l'Argentine et l'Italie sont éliminés dès le premier tour. L'Allemagne, évidemment, se qualifie avec 2 victoires sans aucun problème et 8 buts. C'est la meilleure attaque du tournoi. Et l'Uruguay qui se qualifie quand même aussi avec 2 victoires, mais seulement 4 buts. Les 4 buts étant de Victorino. Donc voilà le programme des demi-finales. On va avoir la France, Japon et Allemagne-Uruguay. Donc c'est intéressant puisque depuis le début, il y a une sorte de concurrence entre Victorino, enfin une concurrence à distance entre Victorino et Schneider. Pour savoir qui va être le meilleur buteur, là ça va se décider en direct. Et surtout celui qui va perdre ce match aura un match de moins pour devenir le meilleur buteur. Donc le match commence avec une attaque des Uruguayens. On voit de suite, vous pouvez le voir en haut à gauche, que les Uruguayens ont de suite compris que le meneur de jeu, alors ce qu'on appelle en anglais le control tower, hein, nous on dirait le meneur de jeu en français, c'est Chester. C'est lui qui lance toutes les attaques, donc il décide de le sevrer de ballon. Et bien sûr, première action de Victorino et premier but, voilà, sur une passe en profondeur, reprise de volée, donc Victorino est très à l'aise dans les reprises de volée. Si vous jouez à Captain Tsubasa Dream Team, vous savez qu'il a une reprise de volée S en technique spéciale. Par contre, il n'est pas spécialement bon en reprise de volée dans le jeu. Il est normal en reprise en ballon bas, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Voilà, parce que là, on verra que dans le manga, à plusieurs reprises, il marque sur des reprises de volée. Donc là, c'est la stupéfaction, parce qu'évidemment, l'Allemagne était vue comme le favori du tournoi. Et là, à la surprise générale, ils se prennent un but dès la première action. Et Victorino, montre qu'il est il cherche à montrer qu'il est le meilleur. Et c'est là où on voit, donc, à la question de ce but, apparaît le deuxième surnom de Victorino, qui va rester son surnom officiel, Black Panther of South America, c'est-à-dire donc la panthère noire d'Amérique du Sud. Alors pourquoi noir? C'est vrai que Victorino est un peu mat de peau. Bon, la panthère d'Amérique du Sud aurait peut-être suffi, mais après peut-être je ne connais pas particulièrement la faune d'Amérique du Sud, mais peut-être qu'en Amérique du Sud, il y a surtout des panthères noires. Et là on voit en bas, c'est très important, en bas de la planche, on voit la main, un gardien qui tient un ballon dans la main, c'est qui? C'est Müller. Alors je rappelle que Müller n'a pas joué dans ce tournoi. Müller était en camp d'entraînement avec son père, si je me rappelle bien, dans les montagnes, un entraînement à la dure, et il ne participe pas au début du tournoi. Et donc là, il arrive, il voit que l'Allemagne se prend un but, et donc il n'est pas très content. Donc là, on voit, donc il y a l'étonnement du coach, hein, qui ne s'attendait pas à voir Müller certainement déjà là. Peut-être qu'il était prévu d'arriver qu'en finale. Donc là, il a éclaté le ballon avec la main. Vous voyez la puissance de Müller. Et bon, voilà, on voit qu'il a confiance. Müller a confiance en Schneider, il sait qu'il a cette capacité à réagir. Donc là, Victorino redescend défendre. Hein, on voit aussi qu'il est capable de défendre. D'ailleurs, dans le jeu Captain Tsubasa Dream Team, il y a des Victorino qui sont bons, surtout des récupérateurs de ballons. Ça vient certainement de là parce que on voit que Victorino n'hésite pas à redescendre pour essayer de bloquer des passes, bloquer des tirs, pour empêcher
Schneider de marquer un but à son tour. Mais Schneider va surprendre son monde en tentant un tir de très loin. Voilà, pour éviter d'être repris par Victorino qui revenait pour l'empêcher de tirer. Et d'un terrible fire shoot, il va égaliser. Et vous voyez d'ailleurs que Wakabayashi est extrêmement étonné par le fire shoot. Je pense que c'est la première fois qu'on le voit dans le manga, ce tir spécial de Schneider qui va faire des dégâts dans de nombreux matchs. Donc là, on voit les réactions des différents joueurs. On voit que Pierre parle du célèbre fire shoot de Schneider. Donc ça veut dire qu'il existait déjà, il était connu, mais c'était la première fois certainement qu'on le voyait. Et donc c'est l'égalisation après seulement 3 minutes. Vous voyez, le match commence très fort. Après 3 minutes, déjà un partout. D'ailleurs, c'est ce que j'aime bien des fois dans le manga, c'est que parfois Takahashi prend le temps de détailler d'autres matchs que celui du Japon. Hélas, il ne le fait pas tout le temps. Ça, c'est assez bizarre. On verra que dans la Coupe du Monde Espoir, par exemple, il ne traitera pas du tout le match Brésil-Allemagne, qui aurait pu être un des plus beaux matchs de la compétition. Hélas, des fois, il élude des matchs comme ça. Heureusement, là, il nous fait vraiment un beau résumé de ce match. Les joueurs qui assistent à ce match sont indécis, hein, ils ne savent pas pour l'instant qui va prendre le dessus. Ça veut dire que pour eux, Victorino peut tout à fait rivaliser avec Schneider. Ça montre quand même les qualités de ce Victorino. Et donc voilà, là, Victorino, lui, sait que ça va se jouer entre Schneider et Victorino. Ça va être un duel d'attaquants. Et d'ailleurs, Victorino, hein, qui est très courageux, hein, qui n'a pas peur de Schneider, décide d'aller le défier, demande le ballon à ses partenaires pour aller directement défier. Et alors ça se faisait dans le manga déjà à l'époque du primaire, hein, ce duel entre capitaines, c'est toujours des moments très intéressants. Et là, donc Victorino, c'est lui qui décide d'aller défier Schneider. Et là, Victorino fait une terrible erreur, c'est-à-dire qu'il va tenter de battre Schneider sur son terrain, c'est-à-dire la puissance brute, alors que Victorino est plutôt un joueur rapide. Il aurait pu peut-être chercher à l'avoir là-dessus, mais il veut montrer qu'il est meilleur aussi sur la puissance. Et bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, Schneider gagne facilement ce duel. Et bien sûr, donc, une fois qu'il a repris ce ballon, il déclenche un fire shoot et double la mise avec désormais 2-1 pour l'Allemagne. Et si vous jouez à Captain Tsubasa Dream Team, vous reconnaissez immédiatement cette pose de Schneider qui est la pose, la carte du Schneider Dreamfest. Donc ce qui veut dire, je fais une petite parenthèse sur le jeu, ce qui veut dire que le Schneider Dreamfest est un joueur espoir, alors que cette image vient de l'époque junior. Et ça, Club va le faire très souvent, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas du tout l'époque des images quand ils veulent créer une carte. C'est pas très grave, mais c'est toujours bon à savoir. Donc là, l'Uruguay va changer de stratégie. Ils vont décider d'être tous en défense avec Victorino seul en pointe. Parce que bon, il a bien compris, Victorino, que voilà, il risque de prendre d'autres buts de la part de Schneider, donc il préfère de mettre un mur en défense et lui de s'occuper seul de l'attaque, même s'il compte bien sûr lui-même empêcher Schneider de marquer. Il récupère, alors finalement l'Uruguay est en défense, campe en défense et arrive à envoyer le ballon, on doit récupérer le ballon pour l'envoyer à Victorino. Et Victorino là va tenter de partir, on va dire en dribble, il est très connu pour ça, avec sa vitesse, en fait c'est pas vraiment un technicien Victorino, mais sa rapidité lui permet d'éliminer facilement ses adversaires. Mais bien sûr, les Allemands, alors là c'est très bien, je trouve, fait de la part de l'auteur Takahashi, les Allemands font faute. Et alors, si vous connaissez un peu le football des années 80, les Allemands étaient connus pour ça. Les Allemands de l'Ouest avaient un jeu extrêmement rugueux, n'hésitaient pas à faire faute, ils étaient connus pour leur puissance, pas pour leur technique, les Allemands de cette époque. Contrairement à aujourd'hui où, bon, ils sont un peu partis sur un autre football. À l'époque, c'était un jeu physique, ils faisaient très souvent faute. Si vous avez vu les France-Allemandes, vous savez que il y a eu souvent des attentats de la part des Allemands. Donc là, il y a une faute qui est faite de par les Allemands, et donc il y a un coup franc très intéressant aux abords de la surface. Et Victorino, bien sûr, voilà, est très confiant, c'est un très bon buteur, et a prévu d'enrouler, de marquer avec un tir enroulé qui va contourner le mur. Sauf que il n'avait pas prévu ce retournement de situation. Müller fait son entrée, donc c'est la première fois qu'on va le voir jouer dans le manga, personne ne le connaît, mais par contre, personne ne le connaît, on connaît sa réputation, le gardien fantôme, hein, voilà, il y a des rumeurs à son sujet, donc on sait que c'est un grand gardien, mais personne ne l'a jamais vu, c'est un peu une sorte de gardien légendaire, il fait son entrée
Comme quoi il n'a pas tant confiance que ça en Schneider finalement. Hein. Il pense qu'il peut être en danger. Voilà, l'auteur précise d'ailleurs que Müller est un géant, il fait presque 2 mètres. Voilà, et d'ailleurs on voit la taille par rapport au gardien titulaire. Et là, Müller va faire un truc pour marquer de son empreinte dès le début pour montrer son niveau. Il va demander aux Allemands de lever le mur. Il défie Vittorino. Il veut carrément faire un duel mano à mano avec Vittorino. Alors Vittorino va très mal le prendre. Pour lui, il se sent insulté que Müller ne pense pas avoir besoin de mur. Et donc, voilà, il va tenter de mettre un gros tir, toute sa puissance dans ce tir. D'ailleurs, pareil, hein, cette carte, voilà, cette magnifique image, on la retrouve dans le jeu Captain Tsubasa Dream Team. Hélas, c'est simplement un SR, mais c'est une très très belle image. Donc, il fait un gros tir et Müller va arrêter le ballon, va même pas le puncher, va le capter. D'ailleurs, je trouve cet arrêt superbe, et c'est dommage qu'il n'y ait pas encore cet arrêt dans le jeu, parce que ça pourrait faire vraiment une très belle technique. Donc il arrête, et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie immédiatement le ballon, grâce à sa puissance, il fait une passe, il envoie avec la main, directement en attaque à Schneider. Et là, c'est vraiment le tournant du match, parce qu'on peut voir en bas à gauche que Vittorino est traumatisé. Voilà, hein, on voit qu'il ne comprend pas, lui qui est un des meilleurs buteurs du monde, hein, des moins de 15 ans, il se soit fait arrêter si facilement un coup franc alors qu'il n'y avait même pas de mur. Et voilà, il reste prostré comme ça. Cette fois-ci, il ne revient même pas défendre. Donc là, il va avoir une contre-attaque qui va terminer sur une reprise de volée. Alors c'est à ras de terre, hein, un tir glissant de Schneider. Technique qui pourrait être aussi intéressant dans le jeu. Et voilà, et donc là on passe à 3-1, l'écart est marqué maintenant, et surtout, Vittorino va-t-il se remettre de ce traumatisme? En deuxième mi-temps, Vittorino n'a pas de mental, on le voit, il n'arrive pas à se remettre de cet échec, il va très très peu être actif dans cette deuxième mi-temps, et donc l'Allemagne va pouvoir faire son jeu. Résultat, l'écart se creuse, Margus de sa célèbre tête nucléaire va marquer le 4e but. Et finalement, le dernier but sera, si je ne dis pas de bêtises, donc de Chester. Schneider fait semblant de tirer et la passe à Chester. Voilà, Chester, comme quoi Chester est capable aussi de marquer des buts. Et ça fait 5-1. Mais c'est pas fini, puisque l'Allemagne va même marquer un 6e but à l'Uruguay. Et donc c'est ainsi que l'Allemagne va se qualifier pour les finales, finalement assez facilement. Le suspense aura duré à peu près une demi-mi-temps avant que Vittorino, surtout au niveau du mental, craque. Et puis de toute manière, Vittorino n'avait, on l'a vu, aucune chance de marquer à Müller. Donc le sort était déjà scellé à ce moment-là avec l'entrée de Müller. Donc que va-t-il se passer? Donc là, Vittorino est éliminé. Donc voilà, nous, on s'intéresse à Vittorino dans cette vidéo. Donc on va juste rapidement donner les résultats de la fin du tournoi. Donc la France et le Japon, ça va être un match très serré, finalement un des matchs les plus difficiles du Japon, puisqu'ils vont s'imposer seulement au penalty, après un 4-4. Et donc l'Allemagne va se retrouver en finale face au Japon. Et comme vous le savez, le Japon, dans un match épique, va battre l'Allemagne. On passe désormais, donc voilà, le tournoi s'est terminé. On fait un bond en avant maintenant dans World Youth, la période espoir. Et on va plus voir Vittorino avant un moment, hein. On va plus voir Vittorino apparaître parce que le début de cet arc, c'est d'abord, en fait, de cette série de mangas, Captain Tsubasa, en fait, c'est en 2 arcs. Et vous avez d'abord les qualifications asiatiques et ensuite vous avez la Coupe du Monde d'Espoir. Et donc forcément, dans la qualification asiatique, vous imaginez bien qu'on ne va pas voir Vittorino, évidemment, mais quand même, on va entendre parler de Vittorino, puisque durant les qualifications asiatiques, on va voir passer Schneider qui va faire un commentaire sur les meilleurs joueurs de moins de 21 ans du monde en prévision de la Coupe du Monde. Et donc, on peut voir que dans les meilleurs joueurs, il cite Vittorino. Voilà, on voit, bon, il y a tous les joueurs, il n'y a pas de surprise. Il y a les 2 Français, il y a bien sûr Cruyfford, Levin, Santana, les 2 Argentins, les 2 Italiens, et bien sûr, alors bien sûr, il n'y a pas les Japonais, hein, parce qu'en fait, là, il parle des non-Japonais, des meilleurs joueurs hors Japon. Voilà, et il va parler aussi, alors là, c'est les plus connus, mais il va aussi parler des autres pays, puisqu'il va quand même parler du Mexique avec Espadas, et même d'un Camerounais. Voilà, donc ça permet de faire un état des lieux.
Et on voit que, donc il s'est passé bien sûr du temps depuis il s'est passé 3 ans, hein, puisque je vous rappelle dans le manga que donc, ils ont 15 ans, un peu moins de 15 ans quand ils font le tournoi junior, que là c'est les moins de 21 ans, qu'entre-temps il y a eu la période lycée avec la Toho qui a gagné 3 fois le tournoi lycée. Pendant ce temps, on a Tsubasa qui a fait carrière à Sao Paulo au Brésil. Et donc ça arrive à ce moment-là, donc on est au bout de 2-3 ans après, et on voit que Victorino est toujours considéré comme un des meilleurs. Suite aux qualifications, notamment aux qualifications asiatiques, on va avoir l'annonce des groupes de la Coupe du Monde Espoir. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Uruguay, et cette fois-ci c'est beaucoup plus intéressant parce que l'Uruguay est dans le groupe du Japon. Alors l'Italie est encore dans le groupe du Japon, mais cette fois-ci on a l'Uruguay et le Mexique. Là, on est dans un vrai format Coupe du Monde avec des groupes de 4, et ce sont les 2 premiers qui vont se qualifier. Très intéressant. On peut voir qu'il va y avoir des réactions. Hein. Alors, bien sûr, dès que les groupes sont annoncés, il va y avoir des réactions chez les Japonais. Et ce qui est très très intéressant, c'est que les Japonais vont réagir à l'Uruguay, ils vont penser à Ino. Parce que je vous rappelle, alors là je vous renvoie à ma vidéo sur Ino, qui est déjà sur la chaîne. Je vous rappelle que Ino est connu des Japonais parce que pendant la préparation aux qualifications asiatiques, Ino a fait partie de l'entraînement. Hein. Il faisait pas parce que Ino est donc uruguayen mais d'origine japonaise. Le coach japonais cherche à recruter Ino. Pourquoi? Parce que l'Uruguay au départ ne veut pas d'Ino. Donc les Japonais tentent de le récupérer. Ils vont le faire venir aussi pour faire partie du camp d'entraînement de l'équipe espoir japonaise. Donc en fait les Japonais connaissent Ino, et à la fin du camp d'entraînement, Ino s'en va en disant qu'il va faire partie de l'équipe d'Uruguay et qu'ils se retrouveront à la Coupe du Monde. Donc quand ils savent que l'Uruguay est dans leur groupe, ils pensent de suite à Ino. C'est un petit peu quand même dommage parce que Victorino leur avait fait forte impression pendant la Coupe du Monde, pendant le tournoi junior, hein, c'était pas vraiment une Coupe du Monde, pendant le tournoi junior. Donc c'est quand même dommage, ils ne pensent pas à Victorino sur l'instant. Et là on arrive à la soirée, on va dire soirée d'ouverture, qui se passe avant l'ouverture du tournoi, une soirée qui réunit tous les joueurs. Et le fait, alors il va se passer plein de choses dans cette soirée, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, quand on parlera par exemple de Gentile, mais on peut remarquer qu'il n'y a pas Ino ni Victorino à cette soirée. Il y a à ce moment-là donc la cérémonie d'ouverture le lendemain. Là, on présente donc toutes les équipes. Il n'y a toujours pas, alors Victorino et Ino ne sont toujours pas arrivés. Par contre, voilà, on présente les groupes et les capitaines. Et on peut voir que le capitaine de l'Uruguay, c'est toujours Victorino. Ce n'est pas Ino. C'est une information assez intéressante. C'est aussi l'occasion de voir le capitaine des autres équipes, des équipes de Colombie. Alors voilà, par exemple, là, le mec avec la touffe de la Colombie, c'est un clin d'œil au joueur Valderrama, hein, notamment. Ah, donc on peut voir les différents joueurs et les différents groupes. On peut voir que la Corée s'est qualifiée pour l'Asie et l'Arabie Saoudite, voilà, les qualifiés pour la partie asiatique. Et enfin, ça y est, ils arrivent. Les Uruguayens arrivent en retard. On peut même voir que Ino a les cheveux plus longs que d'habitude. Alors pourquoi? On apprend que l'Uruguay a fait un camp d'entraînement intensif. Et ce qui fait qu'ils arrivent en retard parce qu'ils ont voulu s'entraîner jusqu'au dernier moment. L'explication, on va la voir dans le manga. En fait, c'est simple. On nous explique à ce moment-là tout depuis le début. Pourquoi Ino n'était pas dans l'équipe? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les qualifications du côté sud-américain? Donc c'est très très intéressant ces planches. En fait, on nous explique que au départ, le coach uruguayen ne voulait pas d'Ino parce qu'il était japonais. Il avait fait une sélection qu'il pensait purement uruguayenne. Sauf que dans un match amical face au Brésil, l'Uruguay va perdre 10-0. Donc là, vous imaginez la crise qu'il va avoir. Et partant de là, le coach va être viré. On va mettre à la tête de l'équipe un nouveau coach, Matilda. Tous les joueurs vont, alors je ne sais plus trop, alors je crois qu'ils sont virés, ou certains vont partir, etc. Victorino va d'ailleurs les traiter de lâches parce que le seul joueur qui va rester, ça va être Victorino. Et Matilda va concevoir une nouvelle équipe, totalement, 100% une nouvelle équipe, à partir de Victorino et surtout de Ino, qui lui va le recruter, et il va concevoir surtout l'équipe autour du talent de Ino. Et donc c'est pour ça
qu'ils sont en retard parce que Matilda va reprendre cette nouvelle équipe. Il a peu de temps, donc il va faire un camp d'entraînement intensif jusqu'au dernier moment pour créer une équipe compétitive. Et le résultat se fait sentir immédiatement parce que pendant que le Japon va gagner son premier match 2-1 face au Mexique. Très bon match d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. L'Uruguay va battre l'Italie 3-2 et là c'est la stupéfaction. Parce que quand même marquer 3 buts à Zino Hernandez, un des meilleurs gardiens du monde, et Gentile, un des meilleurs défenseurs, c'est quand même assez exceptionnel. Donc de suite, Hino marque son empreinte et on voit les résultats de l'entraînement de Matilda. Et d'ailleurs, cette défaite va bien sûr étonner tout le monde. On va le voir dans la suite du manga, ça va avoir de fortes conséquences parce qu'évidemment, ça faisait partie des favoris du tournoi à l'Italie et donc cette défaite va marquer notamment certains Japonais. On va le voir plus loin. Ensuite, on voit bien sûr dans le manga la préparation du futur match. Là, ça va être le match face aux Japonais. Donc, Matilda prépare son équipe et on voit que dans cette préparation, c'est Hino vraiment qui est mis en avant. Victorino devient finalement désormais et le capitaine, mais c'est un lieutenant de Hino. Et on va expliquer à Tsubasa qu'en fait, c'est pas étonnant parce que pendant la préparation à cette Coupe du Monde, donc Matilda a préparé son équipe, elle avait organisé un match amical contre le Mexique et l'Uruguay avait gagné 5-1 contre le Mexique. Et Tsubasa, je vous rappelle, vient d'affronter Espadas et il sait qu'Espadas est un grand gardien. Donc là, ça veut dire que l'Uruguay était capable de marquer 5 buts à Espadas. Il se dit oui, ils ont une attaque assez extraordinaire. Et là, on va rentrer dans le match qui nous intéresse, le gros match, c'est-à-dire Japon-Uruguay. Donc là, on va rentrer plus dans le détail pour ce match parce que c'est un très très gros match. Dès l'engagement, Hino tente un tornado shoot, donc je précise le tornado simple, hein, pas le double tornado, le double spin, donc là il fait qu'un seul tour, il veut de suite marquer son empreinte le match en tirant du milieu de terrain, pour montrer que c'est le meilleur joueur. Tsubasa, qui bien sûr a anticipé le tir, ça c'est une habitude chez Tsubasa, arrive à bloquer le tir en faisant une sorte de double front kick, mais le tir est tellement puissant que ça démolit ses crampons. Donc voilà, le ton est donné dès le début du match. Sauf que le match est à l'avantage des Japonais avec d'abord un premier but de Yuga. Donc ce match, ça va être un duel, hein, on va le voir. Yuga-Hino, ça vous l'avez vu dans ma vidéo sur Hino, mais là on va quand même aussi s'intéresser surtout à Victorino. Donc là, premier but des Japonais. Si vous voulez, alors en résumé, un poil plus détaillé, je vous renvoie à ma vidéo sur Hino. Donc premier but de Yuga, puis deuxième but par Shingo. Alors il faut comprendre que Shingo a les nerfs dans ce match, parce que pour lui, l'Uruguay a humilié l'Italie. Je vous rappelle que Shingo joue en Italie, il a le plus grand respect pour Zino Hernandez et pour Gentile. Son but d'ailleurs c'est de battre Gentile, et là qu'il soit fait battre comme ça par Uruguay, il souhaite les venger, et donc il va faire une magnifique action où il va dribbler plusieurs joueurs et marquer un magnifique but. Donc 2-0, vous voyez, ça commence très mal. Mais dans l'engagement, l'Uruguay va mettre en place son jeu et on va voir travailler le duo uruguayen avec un enchaînement de 1-2 entre Victorino et Hino, qui rappelle bien sûr la Golden Duo japonaise. Dans cette première action, alors que tout le monde s'attend à ce que Hino tire, Hino, on le sait depuis qu'on l'a vu jouer dans la RJ7 pendant les qualifications asiatiques, il est capable de jouer en retrait, il est très complet comme joueur, et là il décide de faire une tête en profondeur pour Victorino. Il sait que Victorino est très rapide. Il met le ballon en profondeur et on voit que personne ne peut attraper Victorino. Et là, on a un détail très important, c'est qu'on précise que Victorino est capable de courir le 100 mètres en 10 secondes. Et alors là, je pense que c'est là où on voit que c'est une véritable fusée, parce que quand même, à moins de 21 ans, courir le 100 mètres en 10 secondes, c'est extrêmement rare. Hein, même chez les professionnels du sprint, très peu arrivent à ce niveau-là à moins de 21 ans déjà, et dans le football, autant vous dire, même un Cristiano Ronaldo aujourd'hui, par exemple, quand il était plus jeune, hein, à sa grande époque, même un Dembélé, enfin, même un Mbappé ne fait pas le 100 mètres en 10 secondes. Hein. Il faut bien en avoir conscience. Je pense que les meilleurs footballeurs seraient capables de taper un 100 mètres en 11 secondes, hein, ce qui est déjà être une vraie fusée. D'ailleurs, si vous avez des informations détaillées là-dessus, mais en tout cas 10 secondes, aucune chance que ça soit le cas. Donc voilà, c'est pour vous dire que Victorino est certainement le joueur le plus rapide du monde dans le manga. Donc ouais, vous voyez, hop, il arrive à se démarquer, personne n'arrive à le suivre, et but en reprise de volée à rater de Victorino. Donc vous voyez que
Victorino n'est pas non plus un simple lieutenant qui serait dans l'ombre d'Ino. Non, il va avoir un rôle prépondérant dans ce match. Et d'ailleurs, Matilda le précise, hein, ces 2 joueurs sont de classe mondiale, pas seulement Ino. Mais derrière, Tsubasa va surprendre encore l'Uruguay grâce à un drive shoot longue distance. Voilà, donc ce fameux tir d'ailleurs qui est le tir du Tsubasa 97 dans le jeu de Club. Et le score va s'aggraver avec ensuite un autre but, avec une magnifique passe de Soada pour Hyuga qui va faire encore son Raiju shoot et 4-1. Donc là, à ce moment-là, on peut se dire, ben pétard, l'Uruguay est totalement dépassé. Dépassé, il n'y a pas match, il n'y a pas match. Et pourtant, il va avoir des surprises. Ino décide de la jouer solo. Il abandonne cette fois-ci Victorino et il décide de partir tout seul. Ino va facilement éliminer Shingo, va même le défoncer, puis il va arriver dans un duel assez serré avec Hyuga. Voilà, il va avoir un duel de tir, et finalement le ballon va partir en l'air, il va réussir à le reprendre avec un tornado shoot d'une une variante. Dans le jeu Captain Tsubasa Dream Team, on appelle ça le tornado shoot avec tout le corps, c'est quand il prend le ballon un petit peu plus en hauteur. Voilà, il arrive à tirer, et Wakashimasu ne peut absolument rien faire face à la violence de ce tornado shoot, et donc 4-2. Toujours pour le Japon, mais c'est réduit le score. Et puis dans l'action suivante, encore un but en tornado shoot, mais le tornado shoot aérien, cette fois-ci 4-3. C'est très important parce que Ino montre que son tatami de tir peut être utilisé en l'air, contrairement au Raiju shoot. Et donc vous voyez que là, Victorino, dans ce passage, on ne le voit plus trop. Par contre, en deuxième mi-temps, c'est Victorino qui va lancer l'assaut sur l'équipe japonaise. Et cette fois-ci, vous voyez que Ino décide de jouer, il dit allons-y Victorino, bah, il décide d'y aller à 2. Donc là, une action très intéressante puisque Ino va tenter un premier tir, un tornado shoot qui va être contré parce qu'anticipé par les défenseurs japonais. Donc à 3, ils vont se mettre à 3 pour bloquer le tir. Le ballon lui revient, tout le monde pense qu'il va faire un deuxième tornado shoot et là il fait une feinte. Et en fait il fait une passe. Voilà, il arme un tornado shoot et en fait c'est une passe encore en profondeur pour Victorino. Donc voilà, une combinaison habituelle entre ces deux joueurs, qui va se terminer par une tête plongeante, cette fois-ci, de Victorino. Donc Victorino qui marque son deuxième but, donc 2 buts de Ino, 2 buts de Victorino, qui montre son talent et qui bat Wakashimasu 4-4 dans ce match. Donc là, Tsubasa décide de charger Ino. Il se dit, voilà, Ino est beaucoup trop dangereux, il est buteur, il est passeur, c'est lui l'homme clé, donc je dois le charger. Et la réaction immédiate de Matilda, très intelligemment, qui donne des indications à son équipe en disant, attention, vous devez jouer désormais sur Victorino. C'est un joueur aussi de grand talent. On n'a pas que Ino dans l'équipe, donc jouez sur Victorino. Et ça va être bien sûr un très bon conseil, puisque l'équipe a tenté de faire des ballons en profondeur pour jouer sur la vitesse de Victorino. Comme d'habitude, aucun joueur japonais n'est capable de le rattraper. Donc qu'est-ce qu'il tente de faire? Il tente d'intercepter le ballon, mais là, malheureusement, Jito, en voulant contrer la passe, va marquer contre son camp. Wakashimasu ne peut rien faire, là il n'a pas le réflexe de s'appuyer sur le poteau pour changer de direction et arrêter ce tir. Donc vous voyez 5-4, quelle surprise, là le but n'est pas de Victorino mais c'est quand même lui qui l'a provoqué. Dans l'action suivante, encore une fois on va avoir Ino qui va tenter de marquer avec son tornado shoot, mais cette fois-ci Wakashimasu, voilà, qui a un peu d'orgueil, va mettre au point une nouvelle technique, donc il va sauter avec les 2 pieds joints, sauf que ça ne va pas suffire pour arrêter le tir de Ino et il va être projeté dans la cage. Donc il va faire un saut périlleux arrière et s'appuyer sur la transversale pour éviter de rentrer dans la cage. Et ce magnifique arrêt, c'est celui dans le jeu du Wakashimasu World Cup 2018. Là, pour se faire pardonner, Jito va demander à Hyuga de faire une reprise de volée, donc un raiju aérien en se servant de son dos. Parce que vous savez, le raiju a besoin que le pied frotte sur le sol. Pourquoi? Parce que pour l'instant, le Japon n'arrive plus à marquer. On connaît la technique de raiju shoot, donc on empêche à chaque fois Hyuga de le faire. Donc ils vont tenter de faire ce tir au risque de blesser gravement Jito. Mais Jito est prêt à se sacrifier pour se rattraper. Sauf que Hyuga ne veut pas blesser Jito, enfin en tout cas, il prend quand même appui avec les crampons sur son dos, donc ça doit quand même faire mal. Donc il fait une feinte, il prend appui sur son dos pour revenir au sol et fait un raiju shoot et égalise à 5 partout. Et puis derrière, on va avoir Tsubasa qui réfléchit, qui comprend comment faire un raiju shoot aérien sans blesser personne. En fait, il fait donc, Tsubasa prend le ballon, remonte
tout le terrain. Yuga comprend ce que Tsubasa a prévu. En fait, il veut se servir de ses crampons. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux parce que des crampons, c'est vraiment très court. Donc, faire le Raiju Shoot sur des crampons, bon, c'est un peu tendu, mais il arrive. Voilà, il se sert des crampons à la place du sol et fait pour une fois le vrai Raiju Shoot aérien. Et donc marque non seulement ce qui permet de passer devant l'Uruguay au score, mais en plus il montre à Ino qu'il est possible que son Raiju Shoot peut être aussi fait dans les airs. Et c'est la victoire sur ce 6e but, c'est la victoire d'un magnifique match, 6-5, où Victorino aura quand même marqué 2 buts et provoqué un 3e but, donc aura fait un assez bon match. Donc les Japonais sont qualifiés avec cette victoire, quoi qu'il arrive, là vous voyez le tableau, ils ont 6 points, ils sont qualifiés, et maintenant bien sûr, tout le monde peut se qualifier parce que si l'Italie gagne avec un score important et que l'Uruguay perd, si l'Uruguay, ça peut se jouer au goal average. Voilà, ils sont plusieurs à pouvoir avoir 4 points. Si l'Uruguay gagne son match, bien sûr, ils auront 6 points, ils seront qualifiés. Donc tout est joué, il n'y a que le Japon qui est qualifié. Entre-temps, le Mexique a affronté, comme vous pouvez le voir, l'Italie et il va y avoir match nul. Forcément, c'est un duel de gardiens, de gros gardiens, donc c'est normal que ça s'annule au niveau du score. Puis ensuite, il va y avoir donc le 3e match. C'est vrai que le Japon pourrait la jouer cool pour faire qualifier leurs potes italiens, mais ils vont jouer le jeu, ils vont jouer le jeu et battre les Italiens, et l'Uruguay de son côté va battre le Mexique. C'est pas du tout surprenant, puisque rappelons qu'ils avaient battu le Mexique en match qualificatif, enfin un match amical plutôt, et donc là, bon, en plus, Espadas est blessé suite au match contre le Japon, donc là, l'Uruguay va gagner 2-0 son match, avec un but de Hino, et encore un but de Victorino. Vous voyez quand même que ce Victorino est vraiment un excellent. Et donc là, vous voyez le résultat de tous les groupes, tous les qualifiés, et en fait, donc l'Uruguay se retrouve en quart de finale face au Brésil, donc face au Brésil qu'ils avaient battu 10-0 à l'époque, un match amical, mais c'était un Uruguay très différent. Mais hélas, le match va être trop dur pour l'Uruguay. Non seulement Victorino va être incapable de dribbler Alberto, mais aussi Hino va être incapable de marquer avec son tornado shoot face à Salinas, qui va capter le ballon. Résultat, 6-0 pour le Brésil. Donc quand on voit la difficulté pour le Japon de battre l'Uruguay, vous voyez que là, le Brésil est largement supérieur à l'Uruguay. Et à ce moment-là, on se dit que le Brésil est vraiment intouchable. Bien sûr, entre-temps, l'Allemagne va battre l'Argentine et la Hollande va battre la France. Et donc on arrive au moment où le Japon va affronter la Suède. Ils vont battre la Suède, ils vont gagner le tournoi, mais ça ne nous concerne plus dans cette vidéo puisqu'on s'intéresse à Victorino. Et là, on passe à Road to 2002, c'est l'arc suivant, Road to 2002, donc c'est celui qui est censé amener jusqu'à la Coupe du Monde 2002. Et dans tout Road to 2002, on va surtout en général se concentrer sur les clubs. Road to 2002, en fait, c'est l'histoire des clubs. On va suivre Tsubasa à Sao Paulo puis à Barcelone, on va suivre Yuga à la Juventus, on va suivre Schneider au Bayern, etc. Wakabayashi à Hambourg, etc. Et on va même voir la J-League, puisque beaucoup de joueurs japonais vont jouer en J-League. Et on va voir un petit passage quand même avec Victorino. Victorino est recruté par le Werder de Brême. Donc il faut savoir qu'on avait déjà vu le Werder de Brême dans la période junior, puisque le Japon avait fait une tournée en Allemagne pour affronter des équipes dont Hambourg et le Werder. Mais à l'époque, il n'y avait que Chester, qu'on avait vu dans cette équipe, qui était le meneur de jeu. Là maintenant, il est accompagné de son acolyte habituel, Margus, sur lequel il fait des passes pour jouer sur les têtes de Margus. Mais ils ont recruté Victorino, donc en attaque. On a une terrible attaque, Margus, Victorino, très complémentaire, un joueur rapide qui fait des reprises de volée et un joueur très aérien qui joue de la tête, Margus, le tout mené par Chester. Et en fait, on retrouve pourquoi? Parce qu'on voit un match en ouverture de la Bundesliga, il va avoir le match Hambourg-Werder de Brême, c'est-à-dire Wakabayashi contre l'équipe de Chester. Et dès le départ, c'est Chester qui mène la danse avec une magnifique passe pour Victorino. Et bien sûr, Victorino va faire ce qu'ils appellent un trap shoot. En fait, il va faire une sorte de tir vicieux, comme ça, un tir croisé dans le petit filet. Mais bien sûr, c'était sans compter en fait, c'est plutôt même une reprise de volée. Il déclenche très tôt son tir, mais bien sûr, Wakabayashi va pas se faire avoir et va réussir à quand même dévier le ballon. Donc, voilà, première action de Victorino, mais qui bute sur Wakabayashi.
C'est au tour maintenant de Margus de faire sa fameuse tête nucléaire. Mais encore une fois, Wakabayashi là, et cette fois-ci, il va même capter le ballon. Finalement, il va envoyer le ballon à ses attaquants et sur la contre-attaque, c'est Hambourg qui va. Dans la suite du match, dont Hambourg, bien sûr, va charger de près Margus et Victorino. Donc Chester fait une feinte de passe à ses attaquants, mais décide d'y aller tout seul, de partir seul au but. Sauf que Wakabayashi avait prévu et sort rapidement dans les pieds de Chester qui ne peut absolument rien faire. Résultat du match, 1-0 pour Hambourg, donc défaite du Werder de Brême. Donc Wakabayashi très content parce que lui son but c'est de rester invaincu jusqu'au match contre le Bayern de Munich, c'est-à-dire l'équipe de Schneider, mais aussi de Levin et aussi du chinois Xiao. Donc il est très content. Voilà, donc c'était très sympa de voir Victorino, bon finalement qui n'a pas été terrible dans ce match. Hélas, on ne reverra plus le Werder de Brême dans tout Road to 2002 ou dans la suite du manga. Hélas, pour l'instant, Victorino, c'est sa seule apparition pour la suite du manga, en tout cas du manga canon. Mais quand même, petit supplément, il va apparaître dans un one-shot, dans un numéro spécial qui est pour le 25e anniversaire. C'était un numéro spécial très intéressant, c'était le Japon face à une équipe All-Star. Très intéressant, donc ce hors-série fait partie, sort au moment de Road to 2002, mais il sort en 2005, donc je pense qu'on peut le situer à peu près. Et donc là, je vous en parle pourquoi? Parce que là, je vous montre les titulaires. Müller dans les cages, avec Shunkosho, qu'on appelle aussi Xiao dans la globale. Alors en défense, vous avez le chinois, vous avez bien sûr Gentile, Kals et Pierre. Voilà, moi qui n'arrêtais pas de dire que c'était con que Pierre soit défenseur dans le jeu, ben non, Pierre a été défenseur. Le milieu de terrain, c'est Diaz, Levin, Rivaol, et l'attaque, Schneider, Santana et Naturezza. Mais pourquoi je vous parle de Victorino? Parce que Victorino fait quand même partie des remplaçants. Vous avez quand même Ino, hein, bien sûr, Ino qui est là, Victorino bien sûr, Chester, il y a même Zangief, ça m'a fait marrer. Il y a même Zangief qui est là, hein, le joueur de l'Ouzbékistan, Radunga, le célèbre Radunga, gros joueur brésilien. Alors si je ne dis pas de bêtises, cette équipe elle a été faite par rapport à des votes. Je crois qu'au Japon, ils avaient fait faire des votes pour savoir qui les Japonais voulaient voir dans cette... Donc dans ce match, il va avoir 2-2, très beau match. Voilà, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, je peux vous faire un résumé de ce match. Ça peut être, c'est pas très long en plus. Donc Victorino, je crois qu'on ne le voit pas dans le match, hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il ne marque pas de but. Je crois qu'on ne le voit pas. Alors est-ce qu'il rentre? Peut-être qu'il est sur une des planches en fond, mais en tout cas, il ne fait aucune action dans ce match. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur Victorino, Ramon Victorino, la panthère noire de l'Uruguay. Pourquoi ça se termine là? Tout simplement parce qu'on ne verra pas Victorino dans Rising Sun, qui est en cours. Enfin, on ne le voit pas parce que l'Uruguay n'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est vraiment dommage. C'était l'occasion de revoir Ino et Victorino, plutôt alors qu'il y a des équipes vraiment, mais dont on se fout complètement dans ce tournoi. Pourquoi Takahashi a fait ce choix-là? Mystère. Je vous donne rendez-vous pour le prochain perso qui est déjà prévu. Comme je vous l'ai dit, pour le suivant, après ce perso surprise, dites-moi dans les commentaires qui vous voulez voir. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant et à cocher la petite clochette. Mettez un pouce vers le haut si ce concept vous plaît. Et partagez la vidéo, bien sûr, sur les réseaux sociaux. A très bientôt dans le coin de Tsubasa. Ciao!